Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Caroline. Alors pour l'instant, ça n'est qu'un rapport, un rapport qui a été remis au ministre de l'Éducation nationale, mais cela concerne une institution en France, le bac. Alors parmi les propositions qui sont d'ores et déjà sur la table, faire reposer la note finale sur le contrôle continu à hauteur de 40% et également instaurer une épreuve d'oral qui compterait pour la note à hauteur de 15%. Est-ce que ça va dans le bon sens ? Oui, plutôt pour certains aspects. En tout cas, moi, on va attendre le projet du gouvernement. Je ne suis pas pour considérer que la réforme du bac, par essence, parce qu'elle serait faite par le gouvernement de M. Philippe et donc d'Emmanuel Macron, ce serait mauvais. Donc, je vais regarder, autour de quelques critères. Il faut que le bac, ça reste quand même toujours un passeport vers l'enseignement supérieur et pas juste un certificat de fin d'études. C'est quoi la différence ? La différence, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la réforme de l'université et à laquelle pourrait être liée la réforme du bac. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'université, on va faire de la sélection à l'entrée de l'université et globalement plutôt fermer la porte aux bacheliers pro et aux bacheliers techno et ne la réserver qu'aux bacheliers généraux. Ouais. Et l'objectif, c'est donc bien que le bac reste le moyen de pouvoir poursuivre des études. Et ça, je regarderai ça avec intérêt. Le fait de faire un peu plus de contrôle continu, ça peut être bien, mais ça peut aussi créer des inégalités entre les différents lycées sur le contenu des évaluations. Cela étant dit, si on peut globalement faire du bac, garantir qu'il reste un passeport vers l'enseignement supérieur et que dans les faits, l'évaluation soit plus conforme à la réalité des savoirs, des apprentissages et des compétences plus léger, maîtrisées. Plus facile à organiser, dit aussi le ministre de l'Éducation nationale. Bon, on doit avoir ce souci. La réalité, c'est qu'on doit pouvoir évaluer quels sont aujourd'hui les apprentissages que maîtrisent, les compétences que maîtrisent les élèves. Un oral, c'est bien ? Oui, ça peut être bien, mais je veux dire, dans certains cas, il faut pas que ça creuse les inégalités. Il ne faut pas qu'en clair, les lycéens qui sont dans les lycées les mieux dotés déjà se retrouvent dans les meilleures conditions pour pouvoir suivre leurs études, et ceux pour qui la scolarité était plus difficile parce qu'ils n'ont pas eu et les parents derrière et l'environnement derrière pour les aider, se retrouvent encore plus en difficulté. C'est ça vos réserves ? Oui, c'est pas une réserve. Moi, comment dire, le critère à partir duquel je jugerai, c'est celui-là. Elle vous plaît, l'école de M. Blanquer ? Ce qu'il veut en faire ? On ne sait pas très bien ce qu'il va en faire. Il a quand même avancé. Il a démoli les rythmes scolaires, ça c'est une réalité, alors qu'elles étaient là, la réforme elle était là pour permettre de mieux apprendre le français et les mathématiques en primaire. Il a fait une petite chose de bien, c'est 12 élèves par classe dans les zones d'éducation prioritaire, en CP, donc on attend que maintenant ça poursuive en CE1. J'observe sur ce point que pour pouvoir financer cette mesure-là, donc de dédoubler les classes dans les territoires prioritaires, on a remis en cause un dispositif qui faisait l'unanimité, ce qu'on appelait le plus de maîtres de classe, le fait de permettre dans des établissements de rajouter un maître à celui qui était déjà dans la classe pour pouvoir faciliter les apprentissages. Demain, comment financera-t-on le fait de passer à 12 élèves par classe en CE1, puis en CE2, puis en CM1 ? Ça, je ne le sais pas. Et si c'est pour déshabiller les écoles aujourd'hui et qu'il y ait moins d'adultes et de professeurs, ce ne serait pas une bonne nouvelle. Mais pour l'instant, la communauté pédagogique, comme on dit, les professeurs sont assez tranquilles vis-à-vis des réformes engagées par le ministre de l'Éducation nationale. Il a fait un peu il n'a pas fait grand-chose, quoi. Donc c'est pas plus mal. Non, mais c'est assez simple. C'est que les budgets aujourd'hui, on verra ce qu'ils seront dans les années à venir. Mais j'observe qu'à part la remise en cause des rythmes éducatifs, le retour à la semaine de 4 jours, ce qui est la plus grosse aberration de la semaine scolaire dans toute l'Europe, aucun enfant dans toute l'Europe n'est traité aussi mal que cela. C'est-à-dire pendant 4 jours, on vous abreuve, ça marche pas bien. Vous attendez de voir. Non, mais j'attends de voir, mais je suis pas parce qu'il s'appelle M. Blanquer et qu'il travaille au gouvernement d'Édouard Philippe que je vais immédiatement lui tomber dessus. Et quand il s'appelle Emmanuel Macron et qu'il va à Davos et qu'il défend un contrat mondial pour lutter contre les nationalismes, il évoque déjà vous levez les yeux au ciel, vous faites la moue, je termine, évoquant un capitalisme qui devrait être plus équilibré, plus protecteur, donc ça vous fait sourire. Non, mais en fait, je ne devrais pas sourire. Non. Écoutez, on vient d'apprendre que par l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, que 1% de la population la plus riche n'a encore augmenté sa richesse au détriment de tous les autres. Que pour ce qui est de la France, 42% des gains des réformes fiscales ont été captés par les 5% de Français les plus riches. En clair, on met le paquet sur les riches.
Et ensuite, on veut rendre le capitalisme plus humain. Écoutez, je vais prendre des exemples très concrets. Moi, ce que j'attends du président de la République, Carrefour vient d'annoncer des suppressions d'emplois par milliers. Pourquoi ? Parce que le secteur de la grande distribution fait face à la concurrence d'Amazon, du e-commerce, etc. Et notamment de l'irruption des technologies numériques qui remplacent des personnes par des technologies dans la grande distribution et dans tout le commerce. La question est aujourd'hui, comment pense-t-on l'avenir de ce secteur ? La manière dont on forme ceux qui perdent de l'emploi ? Comment finance-t-on la protection sociale quand c'est une machine qui crée de la richesse et plus des hommes ? Comment est-ce qu'on avance sur ces terrains-là ? C'est là-dessus que vous l'attendez. Mais oui, non, mais c'est-à-dire sur du concret. C'est-à-dire de mesurer aujourd'hui ce que seront les secteurs, ou quels sont les secteurs qui vont être très impactés par la révolution numérique, où il y aura des centaines de milliers de destructions d'emplois et où il apparaît qu'il est indispensable aujourd'hui d'investir, de former et de préparer ce que sera la sécurité sociale de demain. Voilà. Récemment, vous l'avez comparé à Donald Trump, c'est quand même... Sur la fiscalité, oui. Oui, bon, voilà, et ça vous rassure pas quand il dit on a fait croire que tout pouvait venir de la croissance et ce n'est pas vrai. Non mais Caroline, tout ça, ce sont des mots. Je vais vous prendre des exemples très concrets. Non mais très concrets. Il fait des grands discours, Emmanuel Macron. En anglais parfois. Oui, en anglais ou en français, en allemand, peu importe. Des grands discours, c'est très bien. Saint-Étienne-du-Rouvray, vous vous en souvenez ? Là où est mort le prêtre assassiné par 2 terroristes. Il fait un très beau discours, ce qui est pour commémorer la mémoire du prêtre assassiné, et vante la résilience de la population et le rôle du secteur associatif pour permettre à la population justement de résister au choc de ce meurtre. Que fait-il quelques semaines plus tard, en tout cas les services de l'État ? Il supprime dans le seul centre social associatif de Saint-Étienne-du-Rouvray 4 des 10 emplois. Ça veut dire qu'on ne fait plus de soutien, on va plus faire de soutien scolaire dans ce centre social. On ne peut pas, d'un côté, démolir ce qui fait société justement en France, les emplois aidés, le secteur associatif, et de l'autre côté, des grands discours. Donc moi, président de la République, vous pouvez tous vous pâmer devant ces grands discours. C'est ce qu'on fait, sincèrement, c'est ce que vous faites. Les retraités, ils ont eu une baisse de leurs revenus avec la hausse de la CSG. En attendant, dans ce pays, on dit que quand on est sans abri, il va falloir attendre pour être hébergé. On s'en prend aux migrants. Il y en a qui sont payés en monnaie de singe, en symbole. La majorité des Français, et d'autres en monnaie sonnante et trébuchante, les plus riches. Un mot quand même sur l'un de vos anciens collaborateurs. Il s'appelle Gilbert Cuzou. Il est aujourd'hui conseiller régional et il est aujourd'hui en garde à vue avec plusieurs plaintes déposées pour viol. Vous l'aviez mis à l'écart à l'époque lorsqu'il travaillait à vos côtés. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre manière D'abord, c'est la suite d'une affaire que j'avais moi-même rendue publique en octobre, à la suite de plaintes, en tout cas de témoignages, pour commencer, de femmes dans mon équipe sur des faits de harcèlement. Nous leur avions conseillé de porter plainte, trouver un avocat. Elles ont porté plainte. L'enquête a été ouverte. Les policiers ont travaillé. Ils ont interrogé les entourages, ils ont interrogé ces femmes et d'autres. Et là, aujourd'hui, il est mis en garde à vue. C'est la conséquence, là, en l'espèce, de la volonté justement d'affronter ces problèmes pour ce qu'ils sont. Et je le dis, pourquoi ? Parce qu'il y a eu un vrai mouvement autour de Balance ton port. Et puis on sent que ça retombe. Oui, dans certaines organisations, ça retombe. Il n'y a pas que quelques organisations qui sont concernées. Dans toutes les organisations dans lesquelles il y a des relations de pouvoir et de hiérarchie, on sait qu'aujourd'hui, il existe des faits de harcèlement, potentiellement d'agression sexuelle. Et moi, je ne souhaite pas que ça retombe. En tout cas, je suis pas me réjouir d'affaires comme celle-là, mais en tout cas, les conséquences qu'on en a tirées pour nous, outre la formation de nos cadres et de nos militants, c'est vraiment désormais intégrer la réalité de ces phénomènes comme des phénomènes qu'on doit prévenir et pas seulement guérir derrière. Voilà. Et former vos équipes sur ces sujets-là. Merci beaucoup Benoît Monstre. Merci Caroline, bonne journée à tous les deux.